BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Ça y est, 2 sénateurs demandent officiellement une enquête pour le hack du compte X de la SEC. L'ONU, elle, dénonce l'utilisation du stablecoin USDT pour le blanchiment d'argent. Valentin Demey, qui est avec nous, était à Las Vegas il y a quelques jours. On espère qu'il n'a pas perdu trop d'argent au casino. Mais entre 2 parties de poker, bien, il est quand même passé au CES, qui est le plus important salon consacré à l'innovation technologique grand public. On va voir si le Web3 y était bien représenté. Bonjour Valentin. Bonjour Amaury, vos blagues m'avaient manqué. Direct. Je sais pas si c'est une blague d'ailleurs. On verra ça. Voilà. Je vous dirai ça. Voilà. Directeur des contenus chez Crypto, c'était CEO de Cube3. Et nous avons un spécialiste ETF avec nous. Bonjour Cyril Sabag, directeur général de Millennium Capital et président fondateur de Millennium Digital. Avec vous, on va faire notamment un retour en arrière et analyser ce qui s'est passé lors de l'approbation du premier ETF Gold aux États-Unis pour voir ce qu'il risque de se passer après l'approbation la semaine dernière de l'ETF Bitcoin Spot par la SEC. Bonjour Cyril. Bonjour. D'abord, c'est l'heure de faire un tour sur le marché crypto avec Vincent Gann, analyste financier indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour à tous et bonne année cher Amaury. Merci Vincent, bonne année. C'est vrai que c'est la première fois que vous êtes dans le club BFM Crypto cette année. On espère que c'est de bon augure pour les cours. Et d'ailleurs, Vincent, on latéralise depuis 4 jours sur le Bitcoin autour des 43 000 $ après l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot par la SEC. Où va-t-on, Vincent ? Oui, alors effectivement, le cours du Bitcoin, en fait, c'est la vérité pour l'ensemble du marché crypto, mais surtout le cours du Bitcoin. Quasiment au lendemain de la validation des ETF par la SEC, le marché est entré dans une phase de consolidation, de prise de profit. Écoutez, pour moi, ça n'a à la fois rien de surprenant et surtout rien d'inquiétant sur le plan technique. Donc voilà, je tiens à vous rassurer tout de suite sur ce plan-là. Alors pourquoi rien de surprenant ? Parce que ça fait, je n'ai pas compté, mais facilement 7 ou 8 mois que le marché achetait la rumeur. Alors voilà, prendre ses profits après une année que peu de monde a vu venir, après 160% de hausse annuelle, ça peut sembler naturel. Au-delà de ça, il y avait, d'un point de vue institutionnel, une très forte exposition, enfin des mesures incroyables atteintes sur l'open interest, sur les options BTC. D'ailleurs, c'est encore le cas pour les toutes prochaines échéances. Il faut être prudent, notamment le 19 et le 26 janvier. Et bref, au 12 janvier, il y avait vraiment beaucoup d'options qui expiraient. Donc voilà, la volatilité, notamment depuis le 12 janvier, le marché qui prend ses profits, c'est lié à tous ces facteurs-là. Alors maintenant, ça n'a strictement, mais absolument rien d'inquiétant sur le plan technique, tout simplement, façon de parler, rien d'inquiétant parce que cette consolidation du cours du Bitcoin, elle démarre sous une résistance technique extrême qui est identifiable en fait avec beaucoup d'outils de l'analyse technique, ces fameux 48 500 $, c'est pas un chiffre comme ça donné au hasard, c'est d'une part une résistance chartiste, c'est aussi 2 tiers, alors c'est une proportion de marché qui est assez suivie par les analyses techniques, 2 tiers de retracement du marché baissier de 2022. Et puis d'autre part, si vous prenez l'ensemble du marché haussier du cours du Bitcoin, qui en fait a démarré à l'automne 2022, ça n'a rien d'inquiétant ni de surprenant parce que le cours du Bitcoin nous a habitués à proposer un mouvement bien construit. Ce que j'appelle bien construit, c'est qu'il a alterné des impulsions et de longues phases latérales. Moi, je me souviens notamment de celle de l'été dernier entre 25 et 32 000 $. Et donc, voilà, c'est cette nouvelle phase latérale qu'on démarre. Quelle amplitude elle va avoir ? Écoutez, on verra, mais probablement quelque part entre 36 et 48. Vous voyez, je ne prends pas beaucoup de risques, c'est assez large. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que ces phases de transition latérale permettront au Bitcoin d'aller plus haut, plus tard dans l'année. Donc voilà, c'est une pause technique très salutaire et ce sera le mot de la fin. Très bien Vincent, très clair. Donc, selon vous, on commence une latéralisation qui, a priori, pourrait porter ses fruits dans les semaines ou mois à venir. Merci Vincent Gann, analyste technique indépendant, d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée Vincent. Valentin, on commence tout de suite avec le hack du compte X de la SEC qui a fait l'événement 24 heures avant l'approbation officielle des ETF Bitcoin Spot. Bon, rapidement, parce qu'on en a déjà parlé dans cette émission, mais ça y est, 2 sénateurs demande officiellement une enquête. Oui, alors effectivement, vous en avez largement parlé la semaine dernière, il y avait quelques heures avant l'approbation des ETF Bitcoin, ce hack avec un tweet qui était censé être celui de la SEC qui disait que les ETF avaient été acceptés, ce n'était pas donc la SEC, et les premières enquêtes avaient convergé vers un hack, et effectivement avaient été confirmées par Twitter, le service sécurité de Twitter qui confirmait que le double authentification, donc le SMS qu'on envoie pour s'assurer que vous êtes bien à l'origine de la manipulation, pour avoir 2 phénomènes de sécurité quand on souhaite accéder à un compte, n'était pas activé, ce qui veut dire que
qu'un simple mot de passe qui pouvait donc être verrouillé, c'est ce qui a priori été le cas, permettait d'accéder au compte. Malgré les conseils avisés de Gary Gensler sur Twitter. Exactement, c'est beaucoup ressorti la semaine dernière où il disait de bien suivre les actualités uniquement de la SEC et pas de faux comptes, parce qu'en plus il y a une deuxième problématique qui est sur Twitter depuis que Elon Musk a récupéré le réseau social, qui est les faux comptes qui achètent la pastille bleue. Bon, c'est des entités étatiques, donc c'est une pastille grise, c'est bien plus difficile à avoir qu'une pastille bleue, mais là ça n'a pas corrigé le problème puisque c'est le compte en lui-même qui s'est fait attaquer. Donc effectivement, ce qui se passe maintenant, c'est qu'une sénatrice républicaine et un sénateur démocrate demandent officiellement l'ouverture d'une enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Déjà parce qu'il y a une certaine crainte de manipulation de marché certains, puisque le Bitcoin est très vite monté, a pris à peu près 5-6%, si je ne dis pas de bêtises, il est très vite retombé quand c'était l'annonce du hack, et donc il a fait un yo-yo pendant quelques heures, ce qui s'assimile, d'après ces sénateurs, à une manipulation de marché. Donc ils saisissent une personne indépendante qui a été nommée à la SEC en avril dernier, qui est examinatrice extérieure pour comprendre d'où vient la problématique. Ils accusent déjà, évidemment, la SEC de ne pas avoir activé le 2FA et surtout de ne pas utiliser une clé de sécurité. C'est ce qu'on conseille même dans les cryptos, quand on a une plateforme centralisée comme Binance, Crypto.com, Coinbase, CoinHouse ou autre, c'est d'avoir ce qu'on appelle une UBK pour les marques les plus connues, qui en fait une clé qu'il faut brancher sur son ordinateur ou coller sur le téléphone si c'est du NFC, et qui est une clé physique qui prouve que vous êtes le seul détenteur de la clé et qui permet donc d'accéder au compte, que ce soit un compte crypto ou un compte Twitter. C'était dans l'une des lois en 2014 et des différentes circulaires qui passaient pour la SEC et ailleurs, l'une des obligations. Ça n'a donc pas été appliqué, ça a été reproché dans ce cas-là. Évidemment, le 2FA non plus, et donc essayer de comprendre comment ça se fait que l'autorité, la SEC, n'avait aucun de ces jalons allumés. Et donc, on verra où ça nous mène, et peut-être que cette sénatrice et ces deux sénateurs arriveront à faire sanctionner Gary Gensler ou la SEC. Nous suivrons cette enquête, et on parle beaucoup de l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, évidemment c'est important, mais nous déjà en Europe, eh bien, on a Cyril Sabac qui a déjà un ETF. À lui tout seul. Voilà, c'est ça, et on peut y investir via un compte titre, via une assurance vie française ou luxembourgeoise, et aussi via un PER, alors que ce qu'on dit, c'est qu'effectivement l'ETF Bitcoin Spot aux États-Unis peut déjà permettre aux épargnants américains d'investir via des poches similaires aux États-Unis. Mais nous, en Europe, on a déjà ça. Quelque part, est-ce que l'approbation de cet ETF Bitcoin Spot change quelque chose pour vous ? Alors, il change quelque chose pour nous d'un point de vue adoption et institutionnalisation, démocratisation, adoption par un public de plus en plus large. Ça nous aide aussi pour le référencement de notre ETF. Donc là, vous ne le voyez pas dans un premier temps comme une concurrence, ce qui pourrait être le cas. Non. Vous dites, non, nous... Alors, de toute façon, il n'est pas disponible en Europe pour l'instant. Non, il n'est pas disponible pour la clientèle retail. Il existe déjà ce qu'on appelle des ETP, donc des produits qui sont des produits de dette adossés au Bitcoin. Il y en a déjà en Europe. Donc non, on ne le voit pas du tout comme une concurrence, mais plutôt comme un relais de croissance, comme je l'ai dit, pour l'adoption et pour la démocratisation. On a aussi, avec cette approbation, on arrive, on va dire, mieux armé vis-à-vis des institutionnels, des compagnies d'assurance, pour leur demander un référencement, puisque quand on a BlackRock, le plus gros asset manager du monde, qui a maintenant un ETF, on ne peut plus entendre dire « Ah ben non, ça touche aux cryptos, on n'y touche pas ». Voilà, le monde institutionnel, le monde des assurances en général est plutôt suiveur. Bon, là, on a un excellent argument pour justement leur dire de suivre le mouvement. Donc ça va vous faciliter la tâche pour vendre, entre guillemets, et continuer à collecter autour de cet ETF. ETF qu'on rappelle, c'est une thématique action sur le Bitcoin. Ça veut dire qu'on c'est pas directement indexé sur le cours du Bitcoin, mais indexé sur le cours des actions qui ont un business de près ou de loin. Exactement, des actions de l'écosystème crypto au sens large. Voilà, et rapidement, vous pouvez nous parler de 2 sociétés aujourd'hui qui sont présentes dans cet ETF. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, je vais... On a la première, Nuvei Corp ou... Oui.
Hut8. J'attends le commentaire. Quand je vous laisse galérer, vous m'avez taclé en début d'émission, débrouillez-vous, mon cher. Oui, peut-être juste très rapidement, avant d'enchaîner sur les actions, un petit point sur les performances de 2023 sur notre ETF. Donc notre performance, on a fait plus 185% en 2023, donc on a même battu le Bitcoin qui a fait plus 150%. Alors les gens nous disent, mais est-ce que c'est possible, sachant que vous intervenez sur des actions? Oui, et ça va me permettre de faire une transition vers les deux actions, en particulier les sociétés de minage. On a été très investi sur les sociétés de minage en 2023. Les sociétés de minage en 2022 avaient été fortement baissières. Attention, parce que bientôt il y aura un ETF déposé par BlackRock sur l'ETF Millennium Capital pour battre le Bitcoin. Hein. Bah écoutez, oui, on avait sous-performé en 2022 d'environ 20%. Là, on surperforme de 30%. Donc c'est relativement intéressant en termes de suivi. Donc voilà, les sociétés de minage ont très bien fonctionné. Donc Hut8, pour donner ce premier exemple, donc c'est une société qui a fait plus de 200% l'année dernière, qui a une capitalisation d'environ 1 milliard, qui est cotée sur le Nasdaq et le Toronto Stock Exchange. Donc une société qui existe depuis 2017, qui était traditionnellement dans le minage de Bitcoin. Et cette société est en train de faire un virage assez intéressant et qui concerne toutes les sociétés de minage. Elle va essayer de trouver des relais de croissance. Donc elle acquiert des data centers, elle s'intéresse à l'intelligence artificielle, au machine learning. C'est plus un pure payeur du minage, c'est élargi son champ d'activité. Oui, et cette tendance est une tendance de fond, en particulier avec le halving. On le sait, la récompense qui va être divisée par 2 en avril 2024. Et les sociétés de minage se préparent à cette récompense divisée par 2 pour essayer d'étendre un petit peu leur business model. Et de s'adapter, effectivement. Et après, autre société, Nuvei Corp. Alors Nuvei Corp, ça c'est une autre typologie, c'est une fintech canadienne, alors un peu plus importante, elle pèse 3,5 milliards de dollars. Elle a une performance l'année dernière qui a été plus raisonnable, elle a fait 3%. Elle est cotée sur le Nasdaq et aussi sur le Toronto Stock Exchange. Donc c'est une fintech, société spécialisée dans le paiement. Alors quel est le lien avec les cryptos? Fin 2021, elle a noué un partenariat avec Visa pour permettre le paiement avec un spectre relativement large de 40 crypto-monnaies. Donc c'est assez remarquable. C'est une société très dynamique, très innovante, et elle a en plus récemment fait un partenariat avec Microsoft, donc pour laisser l'ensemble des utilisateurs de l'écosystème Microsoft de pouvoir utiliser cette société de paiement. Bon, et voilà. Et combien de valeurs en tout présentes dans l'ETF? On a une trentaine de valeurs. Donc voilà, ça fait quand même pas mal une belle diversification. Avant de parler du volume sur l'ETF Bitcoin Spot qui a eu ces 2 derniers jours, ça va être très intéressant à regarder. Valentin, je le disais en début d'émission, vous étiez à Las Vegas il y a encore quelques jours pour les CES. Et est-ce qu'il y avait du Web3 au CES cette année? Il y avait un petit peu de Web3. Il y avait, je pense, une vingtaine de boîtes Web3. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans les allées. Elles étaient. Il y avait vos équipes d'ailleurs, Amaury de BFM, avec François Sorel, si je ne dis pas de bêtises, qui étaient effectivement, ils étaient plein milieu de l'Eureka Park, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui est en fait l'un des endroits où on voit les startups de l'innovation de tous les pays. Et donc, on voyait un peu de Web3 ici. On voyait du Web3 dans tout ce qui est France FinTech, dans la tech française, dans notre petit renard et les différentes solutions françaises qui les mettent en exergue. On les avait aussi au Global Pavillon, c'est-à-dire en fait là où tous les pays mettent toutes leurs innovations, mais pas forcément des startups au plus gros. Et il y avait même un village Web3 tokenisation qui était porté par la banque de Lubac et compagnie, qui est une banque PSAN et qui accompagne beaucoup de clients qui ne ferment pas les banques des clients Web3. C'est l'une des rares banques à faire ce choix-là et à faire ce pari depuis un peu plus d'1 an. Et donc ils portaient le village Web3 tokenisation. Donc on avait un beau village qui trônait sur le centre du village. Est-ce que ça a attiré la foule? En vérité, pas tellement. Il y avait, le village était plein, mais c'était une quinzaine de places. Donc les gens ne s'arrêtent pas vraiment dans les allées du CES. Il faut le savoir, ça m'a surpris. C'était mon premier CES. Les gens passent et ne s'arrêtent pas dans les stands, ou très très peu. Donc le Web3 n'a pas fait... Ils passent, ils s'arrêtent, ils passent des coups de fil, ils prennent des photos. Ils font la com sur les réseaux et ça suffit. Ils ont pris des photos avec vous bien sûr. Ouais. Mais parce que je suis avec vous sur le plateau, uniquement pour par ricochet. Je n'osais pas le dire. Mais en tout cas, il y avait un petit peu de Web3. C'est moins que l'année dernière et c'est moins que l'année d'avant. C'était plus l'IA. Mais là aussi, l'IA n'a pas conquéri les foules à outrance. Les gens, je pense,
voulait voir surtout la télé de Samsung transparente. Il y avait une queue astronomique pour aller voir cette fameuse télévision. Mais sur les quelques boîtes, voilà, il y avait quand même quelques innovations intéressantes. On voit pas mal d'account abstraction, on voit pas mal de NFT qui reviennent gentiment avec des jeux de fantasy sur le basket, sur le foot, un petit peu comme Sorare. On voit des solutions qui essayent d'exploiter la blockchain pour tout ce qui touche au suivi des données, au suivi scientifique, au suivi même des gouttes d'alcool dépensées. On a vu une petite start-up qui essayait j'ai vu ça, c'était assez amusant, qui utilisait la blockchain Polygon pour calculer tous les litres de bière qui étaient mis à côté du verre par le barman et essayer de calculer un petit peu la dépense que ça pouvait représenter sur la blockchain Polygon. Donc voilà, il y avait un peu de tout, c'était assez amusant. Et ce qui m'a surtout marqué positivement, c'est le retour des VC, pour le coup, c'est-à-dire nos investisseurs nationaux, même internationaux, beaucoup américains, qui revenaient dans les allées, qui là pour le coup s'arrêtaient, qui là pour le coup discutaient avec les projets, qui échangeaient même sur les stands de valorisation et qui essayaient de discuter en direct de potentiels deals. Donc le retour des financeurs privés semble commencer à se voir dans les allées du CES et donc peut-être dans les prochains mois en France avec les différentes initiatives françaises qu'on a dans les prochains mois et donc dans les boîtes françaises du Web3. Et pour finir sur cette parenthèse américaine, vous y étiez aussi au moment de l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier là-bas? Il y a eu une réaction? Quelle était l'ambiance? C'est vrai que c'était assez amusant. Beaucoup de gens en parlaient, pour le coup, dans les allées. Ça a été en deux temps. Dans un premier temps, il y avait ce côté assez amusant. Le hack du compte de la SEC, c'est quand même très particulier, surtout qu'ils sont très sécurité, ils sont très patriotes, comme vous le savez. Donc, ils s'en moquaient tout en étant gentils. Et puis, par contre, quand le lendemain, il y a eu le listing sur le site web de la SEC et que ça a ensuite été retiré et puis republié, là il y a vraiment eu un basculement de mentalité. Les gens ont décroché du feuilleton, ils ont trouvé vraiment ça absurde, ils ont jeté à la poubelle un petit peu ce feuilleton en se disant que c'était totalement absurde, comprenaient pas pourquoi, et donc passer à autre chose, ça les a vraiment fatigués de voir cette attitude, tant auprès de leur autorité de sécurité, de la SEC, que de l'écosystème en lui-même, parce qu'ils ne comprenaient pas d'où ça venait, si c'était une blague, si c'était vraiment la SEC et tout. Donc il y a vraiment eu, d'abord ça fait rire, et puis après c'est fatigant, on passe à autre chose, et allons voir la télé de Samsung transparente. Ça a été comme ça. Pour regarder le club BFM Crypto. Bien évidemment. Évidemment. Je voyais je pouvais passer ma main derrière vous, Maurice. C'est fou. Ah, c'est impressionnant. Bon, j'espère que j'aurai l'occasion de voir ça un jour. Voilà. Je vous le souhaite. On ira ensemble l'année prochaine. Alors combien, Cyril, on a eu de volume? Est-ce que les investisseurs sont présents maintenant que l'ETF Bitcoin Spot est là? Qu'est-ce que ça donne concrètement sur les marchés? Oui, c'est un peu la question que tout le monde se pose. Vincent Gann parlait de vendre la nouvelle. J'ai souvent été interrogé sur le sujet. Le Bitcoin a bien monté avant. Maintenant, on a l'approbation, on vend la nouvelle. Moi, je suis relativement contre cet adage pour une raison relativement simple. C'est que finalement, l'approbation des ETF ouvre une voie. On n'est pas à la fin de quelque chose, on est sur le début. Donc, on va attendre des flux sur le marché. Donc, c'est pas tant vendre la news. D'ailleurs, la correction, elle n'est pas si énorme que ça. Et puis, de toute manière, la correction, il n'y a pas forcément de rapport entre le prix du Bitcoin en ce moment et les volumes qu'il y a sur l'ETF directement. Donc, c'est deux choses différentes. Pas encore, en tout cas. Complètement. Enfin, pour l'instant, non. Complètement. Voilà. Oui, donc il va falloir... Qu'est-ce qu'on peut dire des volumes qu'on a eus? Donc justement, aujourd'hui, on a eu simplement 2 jours de cotation. Pourquoi? Donc jeudi, vendredi, et hier était férié aux États-Unis, c'était le Martin Luther King Day. Donc uniquement 2 jours de cotation. Qu'est-ce qu'on peut voir? Net, on a eu plus 1,4 milliard de dollars de flux positifs sur les ETF. Et qui se distingue de la façon suivante: 2 milliards de flux acheteurs et 600 millions de flux vendeurs. Bon, plus à l'achat qu'à la vente, en tout cas pour l'instant. Voilà. Les 2 milliards de flux acheteurs ont particulièrement été menés par BlackRock et Fidelity, qui se taillent la part du lion, 500 millions chacun. La partie vente, c'est sur un émetteur, et on peut imaginer qui c'est Grayscale. Comme on le sait, Grayscale pèse aujourd'hui 26 milliards. C'est le fameux trust qui a été transformé en ETF. Pendant très longtemps, il y avait un discount. Donc les gens sont rentrés
avec ce discount. Ce discount s'est refermé aujourd'hui et donc les gens sortent. C'est pour ça qu'on a ce Parce flux qu'ils vendeur. ils ont déjà fait leur plus-value, c'est ça? Exactement, ils ont joué le fait que le discount se referme complètement. Donc c'est pas des gens qui n'y croient pas, c'est un timing de marché, un timing d'investissement. Voilà, donc après, toute la question sera de savoir si sur ces 26 milliards aujourd'hui présents dans Grayscale, est-ce que ce sont des gens qui veulent conserver du Bitcoin sur du long terme, ou il y a beaucoup d'arbitrageurs qui ont fait cet arbitrage, à savoir rentrer avec un discount et sortir. Là, vous avez dit 1,4 milliard, c'est ça? Pour les gens qui nous écoutent, on se rend pas forcément compte, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Moi, je dirais que c'est plutôt décevant par rapport à toute la campagne, les campagnes marketing, l'argent dépensé sur les réseaux, en publicité. Bon, après, on n'a que 2 jours de recul, donc c'est un peu faible. Mais on aurait pu s'attendre à des flux un peu plus importants. Le premier jour, il y a 11 acteurs très présents, dont BlackRock. Après, ça va être très intéressant de suivre les prochains mois. Donc, pour répondre à votre question sur les flux, il y a une étude très intéressante qui est sortie par Galaxy Digital. Galaxy Digital a fait en fait une démonstration. Ils ont dit, c'est simple, il y a environ 48 trilliards de dollars d'argent disponible en gestion privée auprès des clients américains. Ça peut être chez des brokers, des banques, ou c'est chez ce qu'on appelle des CGP en France. Tout établissement confondu. Voilà, ou des RIA, c'est ce qu'on appelle les Registered Investment Advisors, donc l'équivalent des CGP. Et ils ont dit, voilà, on va regarder un peu la courbe d'adoption. Si on imagine que la première année, il y a environ 30% de ces personnes de 30% de ces flux qui vont s'intéresser au Bitcoin, et si en plus on est conservateur, on imagine que 10% de ces personnes vont décider de mettre du Bitcoin pour leurs clients, et que pour leurs clients on va mettre 1%, on arrive à un flux environ de 14 milliards de dollars la première année. Ensuite, et c'est ça qui est aussi assez notable et intéressant, Galaxy a utilisé, et c'est un élément que vous avez mis en lumière au début de notre échange, a mis en lumière par rapport au gold. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu un ETF gold? Donc ils ont analysé la courbe d'adoption, la courbe de flux. Ils ont fait une analyse statistique et ils ont dit que ces 14 milliards la première année, ça se traduirait en termes de performance sur le Bitcoin sur une variation d'environ plus 50 à plus 100%. Alors, je nuance un petit peu les propos. Ça, c'est l'impact de l'ETF, uniquement. Il peut y avoir d'autres impacts vendeurs sur le Bitcoin, mais l'analyse de Galaxy Digital, qui selon moi est une analyse plutôt conservatrice. Les hypothèses que j'ai données sont vraiment plutôt des hypothèses légères. Donc ce se traduirait c'est pas Katie Wood, quoi. C'est pas Katie Wood qui prévoit un Bitcoin à 1,5 million de dollars en 2030. Voilà, peut-être qu'elle aura raison, on ne sait pas. Après, comme je le disais, il faut aussi regarder ce qui peut se passer sur le Grayscale. Le fonds de Grayscale, le TF de Grayscale, on a 26 milliards. Là, j'ai parlé d'un influx de 14 milliards. Donc, on va voir quels vont être les flux. Mais globalement, sur les nouveaux entrants, grâce à ces ETF, avec la démonstration que je viens de donner, on aurait potentiellement un impact entre plus 50 et plus 100%. Valentin, rapidement, vous m'avez envoyé un petit tableau avec des chiffres là, sur les volumes, etc. Comment vous voyez les choses, là, ces premiers chiffres qui nous parviennent? J'ai envoyé un tableau, moi. Ou alors c'était une pièce jointe de Cyril. Il me semble que c'était... Ouais, c'est peut-être une pièce de Cyril. C'est amusant effectivement à voir. Je sais que beaucoup ont commenté la partie de Grayscale puisque par définition, rappelez-vous, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, juste après FTX, quand il y a eu ce discount, ça veut dire effectivement ce décalage de prix entre le prix spot du Bitcoin et ce que proposait Grayscale. Et il y avait plusieurs milliers de dollars de différence. Bon, en tant que particulier, on ne pouvait pas y accéder, mais les institutionnels pouvaient l'acheter, c'est-à-dire l'acheter à 10 000 quand il valait 15 000. Et effectivement, maintenant que le prix s'est rattrapé, ils vendent. C'est ce que vient d'expliquer très bien Cyril. Mais à ce moment-là, tout le monde était en train d'enterrer Grayscale. Tout le monde disait que c'était fini, que ça faisait partie d'une galaxie d'entreprises qui allait couler avec FTX, de cette faillite collectif qu'allait subir l'écosystème en 2022. Bon, finalement, le prix s'est rattrapé et effectivement, c'est de cette vente que provient une grande partie des 600 millions. Moi, je ne suis pas expert des ETF. Je regarde ça avec beaucoup de recul. C'est ce qui est le plus commenté sur Twitter en ce moment. Je ne pense pas que l'attention se porte au bon endroit aujourd'hui. Mais on verra effectivement, laissons un mois, 6 et 12, pour regarder ce qui s'est passé.
En tout cas, c'est certain, tous les avantages, et Cyril vient d'en faire un certain listing aujourd'hui de cet ETF, semble être positif pour la démocratisation de cette industrie, et je ne pense pas que ça soit une menace directe à la décentralisation de Bitcoin. Eh bien, on suivra ça dans les jours et semaines qui viennent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Valentin Demey, directeur des contenus chez Cryptos et CEO de Cube3. Cyril Sabac, directeur général de Melanion Capital et président fondateur de Melanion Digital. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Merci. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée. À demain, 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.